Le silence règne, si ce n'est le bruit de l'écoulement de la colonne le long de la colonne dans la salle de bain. La nuit règne, si ce n'est la lumière qui s'allume tôt le matin. Mouette qui crie du haut des lampadaires. Espèce de croassement qui rappelle celui des corbeaux sombre plumage. Mohamed se lève. Doucement, pour ne pas brusquer son dos en lambeaux. Il sort de sa chambre dans le noir, pour ne pas réveiller le reste de sa famille. Et c'est seulement dans la salle d'eau qu'il allume un néon balbutiant. La réflexion lumineuse dans cette pièce recouverte de carrelage blanc lui fait plisser les yeux. Ses paupières pas encore décollées, d'une nuit pas tout à fait terminée, jouent leur rôle de rideau. Il s'appuie sur la vasque immaculée du lavabo, ouvre le robinet. Tout juste. Tout juste. À peine suffisamment pour qu'un filet s'en échappe. Il laisse couler l'eau entre ses doigts calleux, se rince la bouche et se mouche dans un même élan. Se lave le visage. Les rides multiples dessinent une cartographie aux contours accidentés, formant les méandres d'un delta asséché. Mohamed se regarde dans le miroir. Il n'arrive pas à se reconnaître. Il est usé, comme les pneus de sa 205 à un âge avancé. Ses 30 ans d'antan lui manquent presque. Il n'a beau avoir la peine que la soixantaine, que son corps en a 10 de plus. Sorte d'agio des eaux pour ceux qui ne connaissent que trop l'escabeau. Ses larges avant-bras passent sous le robinet jusqu'au coude mouillé, puis ses doigts humides sur son front dégarni. Et c'est à la force d'un effort herculéen qu'il enjambe la baignoire pour se rincer les pieds. Ce périple fait, il est prêt à se prosterner comme à l'accoutumée. Dans la torpeur et le recueillement, dans la solitude et la contemplation, geste lent, habitus paysan, Mohamed fait honneur à son nom. À cette heure-ci, les rues sont muettes. Les cris des mouettes ont remplacé ceux des moineaux.
Les phares jaunis de la Peugeot font ce qu'ils peuvent pour battre en brèche l'obscurité. Sur la route, pas grand monde. Les éboueurs finissent leur moisson matinale. Mohamed arrive au chantier. Il est l'un des premiers. Comme tous les jours. Les mines sont les mêmes. Traits tirés, pommade, joues vallonnées. Une fois les consignes données, pour la matinée ça parle arabe. Mélange dialectal pour diaspora marocaine. Un Algérien et un Gitan nuancent le tableau. Aux vieux s'adjoignent des plus jeunes, venus taper le chantier, comme ils disent. Et ces jeunes hommes ont vu leurs rêves brisés avant que leur dos ne le soit. Souvent diplômés, ils ont pourtant les mêmes mains calleuses et pantalons pleins de peinture que les darons analphabètes. Comme si leurs chevreuils et leurs noms avec trop de voyelles avaient bouché les tuyaux du lavabo. Beaucoup sont issus du même quartier que Mohamed. Beaucoup y resteront jusqu'à l'âge de Mohamed. Alors c'est l'amertume qui règne. Alchimie de frustration et de jalousie. Les Chibani, ils l'ont de travers de se retrouver de ce côté de la mer. Et les jeunes l'ont mauvaise de se retrouver devant l'image d'eux dans 30 ans. Métaphore de la stagnation. Odeur putride qui s'extrait de tout étang. Le boulot est toujours le même. La tâche est dure, mais l'humour typique du bled fait passer le temps plus vite. Aujourd'hui, un intérimaire est venu en remplacement. Franck, noyé au milieu de ces fourmis basanées, il fait une tache blanche. Sûrement une manifestation de ce fameux racisme anti-blanc. Mohamed, il n'en a cure, il est loin de tout. Il manie la truelle, puis la pelle, puis la truelle, cruelle, routine assassine. Il n'y pense pas. Pas trop en tout cas. Il fait ce qu'il faut pour remplir le frigo. Il fait ce qu'il peut pour nourrir les siens. Ici et là-bas. Définition élargie de la famille. Bien qu'il marche courbé, il est fier de ce qu'il est. Un homme, un vrai, un de ceux dont on ne peut douter. Un homme de parole qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. D'autant plus qu'il est avare de mots.
Mohamed Mohamed n'est pas venu en France comme par magie. Non, il s'en rappelle encore. C'est une des rares histoires qu'il s'est appliqué à raconter à ses enfants. Alors, c'était à la fin de l'été. Un grand groupe avait envoyé une petite troupe pour recruter de la main-d'œuvre dans son village. La France des années 60. Première DRH. La mine, une tâche ardue, où corps et terre ont affaire. Un blanc, rougi par le soleil du sud marocain, trônait assis à un petit bureau au centre du village. Une ombrelle lui prodiguait une ombre frêle. Face à lui, une file de corps ambrés se succédaient. Nom, prénom, âge. La date de naissance ne comportait que l'année et l'employé des mines avait conscience que nombre d'entre eux étaient mineurs et avait déclaré une fausse date. Mineurs avant de l'être. Deux infirmiers vérifiaient les dents, les mains, le dos, les genoux. Et 1 litre de sang était prélevé. Et le contrat, tendu pour être signé, si tout était jugé correct par ce blanc, qui commençait à bronzer 1 mois plus tard. Les hommes de ce Maroc profond s'enfonceraient dans cette terre ténébreuse. Et de ses 15 ans passés à la mine, Mohamed n'a que très peu vu le soleil du Schnorr. Il a vu beaucoup de ses amis partir, ensevelis sous des gravats ou la jambe en lambeaux. Lui, c'est son genou qui a été frappé. Depuis, il boite. Du coup, mis à la retraite anticipée, sa nouvelle vie en France débutait. Une vie aux 1000 possibles qu'il pensait. Et c'est son soleil natal qui a été sa boussole. Montpellier comme destination. Mais sa condition d'immigré, avec femme et enfant, lui rappela très vite les limites de son horizon. Et c'est dans un univers de ciment qu'il fit son nid.
la cité et le chantier. Cité que des précédents Mohamed ont édifiée, chantier où des futurs Mohamed lui succéderont. Une sorte de théâtre magique où le bâti est l'alpha et l'oméga. Routine digne d'une fourmi. Le travail reprend les rênes. Coup de pelle, état qui s'amoncelle, zèle de truelle, ombre qui chancelle. Les masses s'abattent, fracas de béton, choc qui secoue, dalle qui se coule. Cet orchestre dysanormique s'accorde sur un plan tout tracé. Les pics des engins, cris stridents des sirènes, parpaing sur parpaing, peine du bas des reins. La sueur ruisselle, onction de forçat. Le dos est courbé, mais l'échine ne l'est pas. Travail léché, ouais, travail d'arabe. Mimétique, mauresque, des mosaïques aux fresques. Journée presque finie pour une tâche infinie. Pour une tâche infinie. Pour une tâche infinie. Pour une tâche infinie. Infinie. Alors les corps se meuvent, muscles contractés, les corps impactés par ce labeur contracté. Par ce labeur contracté. Par ce labeur contracté. Par ce labeur contracté. Les peaux basanées en bas de l'escabeau. Les peaux aux yeux clairs dans les algécos. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Au milieu de ces murs en kéron, des parois invisibles, société qui ne voit pas cet art.
Et le silence règne. Si ce n'est le bruit de l'embrasement le long du papier à rouler. La nuit règne. Si ce n'est la lumière des rares lampadaires désampoulés. Ouais. Stroboscope jauni pour une aube qui se profile. Les éboueurs crient pour couvrir le bruit des débris dans le ventre des camions-bennes. Une espèce de chant du coq en tenue vert fluo. Kamel s'affaisse dans son siège. Et il recrache doucement une espèce de épaisse fumée blanche. Il allume son poste MP3, lance sa playlist, Fumette. L'instru est nostalgique, caractéristique du drama de Saya et toute sa clique. La voix du MC est déchirée comme porteuse de croix. Un rap qui résume ce que Kamel a dans les tripes. Un manifeste pour une jeunesse qui a l'écrou, mais qui n'a connu que les accros et les escrocs. Gizmo met en mots ses mots. Laissant son flot flotter autant qu'il faut. Plus de 7 minutes d'une pérégrination à l'ouest sans lettres. Rien n'est tout rose, rien n'est tout noir, non. Pour étudier, il faut le vouloir, ouais, il faut le vouloir. Pour étudier, il faut le vouloir, eh ouais ma gueule. Mais moi je bicravais dans les couloirs. Et moi je bicravais dans les couloirs. Rien n'est tout rose, rien n'est tout noir. Pour étudier, il faut le vouloir, ouais, il faut vouloir. Pour étudier, il faut le vouloir. Et moi je bicravais dans les couloirs, ma gueule. Moi je bicravais dans les couloirs. Et Kamel se remémore comment il a fini comme ça, seul dans sa polo, ses poteaux déjà chez eux. Lui reste garé devant son ancien collège, à 2 pas de chez lui. Il attend 6h30. Son père sort à 6, le temps de faire chauffer le vieux taco. Il est alors sûr de ne pas le croiser. Il est exténué. En fait, il n'a qu'une envie, c'est s'affaler sur son lit. Alors il tire une dernière latte sur son joint qui prend fin.
Il démarre sa voiture, fait 200 mètres et se gare. Ouvre la portière, la claque, la ferme en s'éloignant, en marchant capuche sur la tête. Ouvre la porte du bloc, monte les marches 2 par 2. Insère sa clé, tout en douceur. Il sait que sa mère ne dort pas, mais il préfère ne pas la croiser. Pas comme ça. Pas dans cet état, pas avec ses yeux, pas avec cette odeur. Il se faufile le long des couloirs, tournant la tête pour ne pas affronter un regard qu'il sait inquisiteur. Allongé sur son lit, il s'endort, vu sur le plafond. Son jogging encore sur lui. Ses rêves ne voguent pas, par peur de divaguer. La Hesse, la Bac, la Tess, c'est Sahab. La Hesse, la Bac, la Tess, c'est Sahab. La Hesse, la Bac, la Tess, c'est Sahab. Théâtre magique pour des destins tragiques. Ses paupières collées peinent à se séparer. Seul son ventre qui se tord le motive à se lever. Elsa mal sa creuse. Son appétit tape à la porte. Kamel passe par la salle de bain. Les néons clignotent frénétiquement avant de se calmer. Le carrelage blanc lui brûle la rétine. Il s'appuie sur le lavabo, ouvre le robinet d'eau chaude. Il se regarde dans la glace. Il n'arrive pas à se reconnaître. Il regarde dans le vide.
La vapeur d'eau le ramène au temps présent. Il se lave les mains, se rince la bouche, étale du dentifrice sur son index et se brosse les dents. Lorsqu'il recrache, c'est un mélange de mousse blanche, de gland, de sang et de glaire. Il tousse comme un vieux, souffrant de pneumonie. Alors il inspecte ses chicots, ceux qui répondent à l'appel et les absents. Son râtelier, un vieil, un vrai, un vieux clavier de piano. Il se mouille les cheveux, se remet du gel et va en direction de la bonne odeur qu'il a sortie du lit ce matin. Dans la cuisine, sa mère écoute du Coran en coupant un oignon. Dans sa paume, le bulbe. Dans l'autre, un grand couteau. Le geste est rapide et précis. Sa mère sait que Kamel raffole de chlada. La coriandre, fraîchement découpée, inonde la pièce. Le fils embrasse sur le front sa mère et, dans le même moment, il regarde l'heure. 14 heures. Passé. Il devine qu'il va manger seul. Son verre d'Hawaï est déjà versé. Une omelette avec 2 morceaux de khubz sharma trône sur la table. Kamel dévore ce modeste repas avec déférence. Sa mère est vraiment bonne cuisinière. La meilleure, à n'en pas douter, selon lui. C'est ce qui lui a le plus manqué quand il était là-bas. Kamel démarre sa polo, appuie sur l'accélérateur et s'en va en trombe. Le noir mat de la carrosserie donne des airs à la Mad Max. Kamel, il s'identifie à cet anti-héros. Brut, solitaire, faisant face à son destin, malgré lui. Il se gare au centre commercial Saint-Paul. Son quartier, la Paillade. Ville dans la ville, cité omie de la municipalité ici. Ici, un ancien maire avait dit qu'on atterrissait à Ouarzazate lorsqu'on prenait le tram. Ouais. Bon. C'est vrai que ça sent pas mal le bled. Direction l'Ortus. Les barres d'immeubles vus du ciel forment des S et des C, enfilades désordonnées, labyrinthe sans minotaure.
Il traverse Uranus, Saturne, zigzag entre les squares et les parkings. Les différents plans d'urbanisation ont muré tous les passages sous les immeubles et les blocs. Histoire de mettre des bâtons dans les roues à d'hypothétiques fuyards cavalant dans les dédales. L'urbanisme à la paillade, vu par les politiques, c'est surtout de la lutte contre la délinquance. Kamel doit alors faire des détours. Là où avant il aurait pu aller tout droit. Il traverse Oxford. Les gitans ne sont même pas là. Ils ont dû avoir la même réflexion que lui. Kamel passe devant le marché. Les gens vivent leur vie, font des emplettes, marchent en un bout de tissu. Comme si de rien n'était. Comme s'ils n'étaient pas au courant. Peut-être ne le sont-ils pas. Il remonte la pente, vers le Grand Mail, passe devant le commissariat. Une sorte de cage à lapins avec 3 copains. Les véhicules sont sortis. Sûrement en bas de la tour pour baliser les douilles. Kamel continue. La mosquée Al-Rahma à sa gauche. Une salle de prière modeste qui remplace l'ancien local Tam. Lui-même remplaçant l'ancien commissariat, qui remplace l'ancien Spar. Bon, certains y verront la preuve du grand remplacement. Bon, Kamel, il lit une désertion des services publics dans un quartier de plus de 26 000 habitants. Le local était abandonné depuis des années, trônant vide au milieu de cette artère du quartier. Mais Kamel est fier de s'y voir dresser une mosquée. Lui. Ici, c'est chez lui. Son quartier est à l'image de ses habitants. Et pour lui, fallait réfléchir avant de parquer tout ce qui vient du sud dans un quartier délabré. En prison, il a eu beaucoup de temps pour lire. Énormément. Et il s'est passionné pour l'histoire, notamment celle des quartiers. Il a appris que les cités HLM étaient le nec plus ultra dans les années 50-60. Construites avec l'argent public à destination des classes moyennes pour qui le parc haussmannien devenait trop vétuste. Des milliards furent engloutis dans les grues et les tractopelles. Ces habitations étaient vues comme provisoires, des haltes avant de migrer vers un endroit meilleur. Mais très vite, les effets néfastes se sont fait ressentir.
surpopulation, suicide, délinquance, malfaçon due à une construction à la hâte. Alors, l'État a financé à coups d'autres milliards, la construction des cités pavillonnaires pour ces classes moyennes. Et ces bâtiments de 20 ans d'âge, au lieu de les détruire, on y a foutu toute l'Afrique. Pour Kamel, la délinquance est un juste retour de bâton, une gifle donnée à ceux qui les regardent de haut. Et c'est peu dire que des joues ont été rougies. Bonne lecture. Dans sa voiture, il roule. Il roule sans but précis, sans envie aussi. Juste passer le temps, trouver un coin, seul, se poser, fumer et ne plus penser. Ouais. Son esprit caisse de résonance d'un rythme entêtant. Note de piano, mélodie au violon. Au volant, il se laisse bercer par Dossé. Il parle de lui, de Kamel aussi, et de tant d'autres. D'entendre sa vie mise en voix leur envoie son parcours. Pendant des piges, j'ai attendu que la vie change. Puis j'ai compris que c'était elle qui attendait que je change. Mais je suis habitué, 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 habitué. Oui, voilà. Ouais, voilà. Kamel doit se déshabituer, déshabituer, déshabituer. La fumée envahit l'habitacle, embaume Kamel. Effluve marocaine, frappe qui claque.
fils des deux rives, dérive vers là où il n'est pas, vers là où il n'est pas né. Franco-marocain, pas assez de souches pour trouver sa place. Ici, il est trop basané, trop musulman, trop étranger. Yeah, 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 yeah. Là-bas, il n'est pas assez. Son daligé à charcuter le pointe comme immigré. Ses blondes pointes peroxydées comme mec de cité. Même André là-bas, il est d'ici. De Tessie, quoi qu'il en dise. De Tessie, même s'il veut la fuir. Réduire ce qu'il est à un code postal, cela a toujours mis le seum. Il a l'impression que sa vie n'est pas sienne. Une scène où il n'est que figurant, au propre comme au figuré. Sa figure orientale, le balafre, dans ce pays raciste jusqu'à la moelle. Et tout ceci, il n'en a que faire, Kamel. C'est contre vents et marées qu'il compte le faire. Prouver à tous, et au passage à son père, qu'il n'est pas ce qu'il pense de lui. À ses pères, qui loin de leur terre vivent, hommes d'une autre ère, qui errent entre deux rives.
à ses fils, aux miens aussi. Héritier désigné, légataire d'une vie entière.